Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police FDT. Soyez le bienvenu, mon cher Benjamin. Et puis une fusillade a éclaté la nuit dernière dans un quartier du sud d'Avignon. 3 hommes ont été blessés par balle. L'un d'entre eux a son pronostic vital particulièrement engagé. Situé au sud d'Avignon, le quartier de Montclar, connu pour abriter des points de deal et régulièrement le théâtre d'affrontements liés au trafic de stupéfiants. Je vais peut-être faire réagir Benjamin Camboulive sur ce qui s'est passé à Avignon. Oui, c'est un exemple de plus du narcotrafic qui s'étend, parce que là c'est clairement la signature dans la méthodologie, un véhicule qui passe, qui rafale, soit ils vont tirer dans les jambes, et ce sera ce qu'ils appellent des jambisation, donc c'est une entreprise d'intimidation des concurrents, ou alors il peut y avoir une intention homicide plus manifeste. Là il y en a un qui a été touché directement au thorax. Voilà, ce qu'on voit, c'est que ces phénomènes de violence, ils vont fluctuer au gré des tensions entre les gangs. Et c'est pour ça, quand on a des poussées de violence ou au contraire des accalmies, il ne faut pas se tromper sur le fait que la violence puisse baisser. C'est simplement qu'entre eux, entre gangs, soit il y en a un qui s'accaparait le marché, soit ils ont trouvé un point d'équilibre et ils trouvent qu'ils ont plus intérêt à se partager le gâteau. Mais ces violences augmentent parce que le narcotrafic augmente, tout simplement. Et hier, nous évoquions ce qui s'est passé à côté du quartier de Pisevin, Tristomont-Sèvres, à Nîmes, quoi. C'est le même process. Hein. Oui, c'est partout. C'est-à-dire que vous avez soit des gangs de Nîmes ou d'Avignon ou de valeur interne à une ville qui vont s'affronter entre eux. Ce qui n'est pas le plus récurrent, ce qui n'est pas le plus fréquent, parce que, si vous voulez, à chaque fois que vous avez des règlements de compte comme ça, vous allez attirer la police, vous allez avoir un travail d'enquête, vous allez avoir une présence de voie publique, et ça freine le trafic local. Donc c'est possible quand il y a vraiment un gros bonnet qui veut s'accaparer une ville, mais il y a aussi la configuration où vous avez d'autres villes où le trafic est saturé, parce que si je vous donne l'exemple de Marseille, au bout d'un moment, les points de deal, ils ne sont pas extensibles à l'infini, et si vous voulez continuer de vous étendre, il va falloir déborder sur une autre agglomération, et quand vous venez de Marseille et que vous allez rafaler à Avignon, à Nîmes ou ailleurs, l'enquête, la perturbation du trafic, elle ne se fera pas à Marseille, elle se fera là où le lieu est impacté. Donc c'est pour ça, l'intérêt c'est celui de s'étendre, et puis l'opportunité c'est que l'enquête de police et la perturbation du trafic n'est pas dans la zone que vous, initialement, vous contrôlez. Est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce que ça rafalait aussi facilement sur la voie publique? Moi j'ai l'impression que non, mais j'ai peut-être tort. Non, mais vous avez raison, et pour une raison simple, c'est que la consommation augmente, donc le trafic augmente, et plus vous avez de trafiquants, plus vous avez d'emploi des armes, parce que votre trafic de stupes, il faut le protéger, ça va nécessairement avec des armes. Donc ces armes, ils en ont besoin, et il se trouve qu'on en a de plus en plus. On les connaît, les raisons, les armes brûlées, les darknets, l'Ukraine, avec maintenant des millions d'armes qui arrivent en Europe, avec des frontières ouvertes, donc ces armes qui circulent partout. Et encore une fois, ils en ont besoin, et le produit est de moins en moins cher, puisqu'il y en a de plus en plus. Ça, c'est de l'économie basique. Donc ça augmente, évidemment. Benjamin Camboulive, vous êtes porte-parole d'Alternative Police FDT. Quel regard portez-vous sur le traitement de l'information, sur toutes les affaires dont on parle assez régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes plus nuancé? C'est quoi votre état d'esprit, Benjamin? Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on parle, vous le disiez tout à l'heure, de service public, on s'attend à la neutralité. On s'attend à un regard qui est un regard froid, objectif, quoi, sans ligne sur les événements. Donc là, c'est l'occasion, ce sujet, de pointer tout le risque qu'il peut y avoir, justement, à s'écarter de cette ligne-là. Parce que quand on en vient à traiter une information avec un biais idéologique, le message qui peut être délivré, il est reçu par des millions de personnes. Et parmi eux, certains vont y trouver une forme de caution, à la fois à se prêter aux violences contre les forces de l'ordre. Quand on vous explique qu'un policier, il est violent, il est raciste, par nature, alors, ma foi, c'est quasiment noble que de l'attaquer. On est un petit peu un héros en le caillassant ou en lui envoyant des mortiers en pleine tête pendant des violences urbaines, comme on l'a vu encore récemment. Et aussi, puisque certaines informations peuvent sortir du cadre en n'étant pas objectives, alors l'État n'est pas légitime, alors sa police n'est pas légitime, alors pourquoi obéir à ces injonctions? Pourquoi les respecter? Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des refus de tempérer et que mes collègues se fassent faucher comme des filles dans ce cadre-là. Donc il y a une grande responsabilité de la parole, à la fois politique, mais aussi médiatique, en effet, pour les conséquences que ça a sur le public visé. Puisque Benjamin Camboulive est avec nous, je voudrais le faire agir sur cette agression incroyable d'une lâcheté sans nom. Ça s'est produit en Moselle. C'est un contrôleur de bus qui a été littéralement roué de coups par une bande de jeunes. Et comme d'habitude, Benjamin Camboulive, eh bien, ce sont les usagers qui paient la double peine, quoi, parce que dans 2 roues, il n'y aura pas de bus, tout l'été. Oui, et on fait quoi? C'est certain, c'est-à-dire que vous avez déjà la sanction quotidienne qui est de vivre dans les quartiers. Vous avez ces bandes de jeunes qui sont dans la violence, parce que là aujourd'hui, ils agressent ce contrôleur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait la veille et qu'est-ce qu'ils feront le lendemain? Le climat de violence, il est continuel. Mais là, en plus,
on vient les priver de services publics. Donc en effet, il y a aussi un point de vigilance là. Et pourquoi est-ce que ça intervient? On ne le connaît pas là, le motif, on n'est pas dans le dossier vraiment, mais le motif initial pour cet acte-là, il est probablement complètement dérisoire. Ça peut être une altercation, un petit contentieux avec le chauffeur parce que la veille, il les a mis en dehors du bus ou parce qu'il ne voulait pas qu'il fume à l'intérieur ou Dieu sait quoi. Et ça va suffire à créer ça qui ressemble à un scénario de vengeance. Donc oui, la réponse de fond, on parlait de réponse pénale, on peut parler d'éducation, on peut parler du fait que l'État est absent de la cave au grenier dans ces configurations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence à la maison, il n'y en a pas dans la rue, il n'y en a pas à l'école, il n'y en a pas en prison, on n'impacte pas. Tout ça est vrai. Mais là, dans le cas d'espèce, il y a aussi un loupé manifeste dans la gestion de l'événement. Parce que ce contrôleur, il n'a pas à se retrouver face à 10 mecs. Il n'a pas à se retrouver face à 10 personnes comme ça qui bloquent un bus et qui prennent à partie le chauffeur. Donc comment ça s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu le loupé? Est-ce que c'est une erreur de l'intervenant lui-même qui a mal jaugé la situation, qui a voulu le faire à l'autorité et puis ça n'a pas pu fonctionner? Est-ce qu'il y a une problématique de communication qui fait qu'au lieu d'appeler la police, on envoyait un contrôleur? De toute façon, il y a aussi un problème vraiment dans l'appréciation de l'événement. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? C'est la base de tout, c'est le rapport à la violence de ces jeunes-là. C'est pourquoi est-ce que pour eux, c'est normal d'avoir ce type de comportement complètement déconnecté du réel, des valeurs, de la morale. C'est parce qu'il y a la carence éducative béante, dans le sens où il faut sortir du rousseauisme 2 secondes, on ne naît pas naturellement bon, les valeurs, ça s'apprend, les codes, les usages, ça se transmet, et eux, qui leur transmet quoi que ce soit. C'est-à-dire que les familles ne transmettent pas. L'éducation à la maison, elle a pas lieu. Il y a une défaillance. C'est les années des cités qui les éduquent en leur donnant les mauvais repères. Donc l'État, il doit pallier ça. Effectivement, c'est là qu'on parle de réponse pénale et d'accompagnement. Mais quand on a bien compris que le problème initial, il est éducatif.